8h13, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité sur Europe 1 ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Bienvenue et bonjour à vous, Gérald Darmanin. Bonjour. Dans le cadre de la proposition de loi relative à la sécurité globale, vous affirmez que les journalistes, les citoyens pourront continuer à filmer, à diffuser une intervention de police. Pourquoi alors certains vous accusent de loi liberticide ? Je pense que ce texte de loi présenté par le député Fauvergue et la députée Toureau, les députés de La République En Marche, va gêner un certain nombre de personnes qui n'aiment pas la police. Mais je voudrais dire ici, une nouvelle fois, que notre travail, il est de protéger les policiers et les gendarmes, très largement attaqués ces derniers temps. Vous avez vu que leur agression a doublé, il y a plus de 20 policiers qui sont blessés chaque jour en intervention. Et en même temps, de garantir évidemment la liberté d'informer. Les journalistes pourront toujours filmer, diffuser ces images. Les citoyens qui le souhaitent pourront toujours filmer des interventions de police. Et s'ils voient des choses qui sont contraires, évidemment, à la déontologie, de les adresser au procureur de la République. Pour résumer le texte, notamment cet article 24, filmer oui, traquer les policiers, non. Désormais, ce sera puni d'un délit spécifique. Vous dites évidemment, monsieur le ministre de l'Intérieur, mais hier, il y a eu des violences devant l'Assemblée nationale. Une partie de l'opposition dénonce une loi portant atteinte à la liberté de la presse. Votre majorité est mal à l'aise. Quelle garantie vous pouvez nous apporter ce matin à ce « évidemment, on pourra le faire » ? D'abord, on ne va pas renverser la charge de la preuve. Hier, il y a eu des violences inacceptables devant l'Assemblée nationale. Des gens qui ont attaqué des magasins, des policiers qui ont reçu des pavés sur la tête, des policiers qui ont été insultés. Et alors que les représentants du peuple, c'est ça les députés, allaient légitimement discuter d'un texte de loi présenté par quelques-uns de leurs collègues, il y avait de pression sur les représentants de la nation pour ne pas discuter librement. Nous sommes en démocratie et les parlementaires ne peuvent pas agir sous pression. Deuxièmement, je veux avant tout dire que c'est les policiers et les gendarmes qu'il faut protéger. Voilà des gens qui, pour pas un très grand salaire, avouons-le, risquent leur vie, risquent de pas rentrer chez eux pour embrasser leur fille ou leur fils, leur mari ou leur épouse, parce qu'ils nous protègent. Et nous les avons applaudis pendant les attentats. Tous les jours, dans des conditions extrêmement difficiles, ils protègent les plus faibles, ils interviennent dans des conditions très compliquées, et il ne faudrait pas leur donner la protection juridique alors qu'ils sont traqués sur les réseaux sociaux. Monsieur le ministre, les vrais républicains ne remettent pas cela en cause. Ma question, c'est quelle garantie vous apportez, par exemple ? J'ai entendu hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, de la part notamment des parlementaires de la France Insoumise, des propos extrêmement durs contre les policiers, extrêmement durs. Des propos extrêmement durs contre les policiers municipaux, alors qu'ils font un travail tout à fait remarquable. Et j'ai notamment constaté une augmentation des suicides dans la police et dans la gendarmerie, une augmentation des agressions dans la police et la gendarmerie. À Magnanville, rappelez-vous, ça c'est quand même pas si vieux que ça. La presse peut pas simplement zapper d'une information à une autre. 2 policiers égorgés devant leur enfant dans leur vie privée. Ils n'étaient pas en uniforme, ils rentraient dans son pavillon de banlieue et ces policiers devant leur enfant de 5 ans égorgés. Et c'est un profond traumatisme. Et ma question, monsieur le ministre, sans jamais évidemment nier la protection nécessaire de ces policiers, avec cette loi, est-ce qu'on aurait vu les images d'Alexandre Benalla à la Contrescarpe avec cette loi ? Est-ce qu'on aurait vu les images des gilets jaunes matraqués au Burger King des Champs-Élysées ? Pourquoi évidemment ? Quelle garantie ? Que prévoit l'article 24 ? Il faut que chacune et chacun parlons des choses qui existent, pas des choses fantasmées. L'article 24 de la proposition de loi de M. Fauvergue et Mme Toureau prévoit qu'on ne peut pas mettre en ligne avec intention de nuire, sous l'autorité du juge. C'est pas le ministère de l'Intérieur qui va décider ou les policiers eux-mêmes qui vont décider de mettre en ligne des vidéos qui mettent en intention de nuire donc les policiers et les gendarmes. Par exemple, un gardien de la paix de 26 ans à Paris, voilà quelques semaines, on a mis en ligne une vidéo, des gens ont mis en ligne une vidéo en appelant à le reconnaître et à le tabasser. Voilà. Est-ce que c'est acceptable ? Une policière, 2 mois, on m'a montré les réseaux sociaux, appelée à un viol collectif contre elle si on l'a recroisée dans la vie civile, par la suite d'une intervention de police. Des gendarmes dont on dit sur les réseaux sociaux, donnez-moi en MP, en message privé, vos demandes, je vous donnerai l'adresse pour lui casser la gueule. C'est ça qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être le très bon et ça peut être le très mauvais. Et comme je suis ministre de l'Intérieur, mais rassurez-moi, monsieur le ministre, c'est déjà punissable quand même tout cela. Si ce n'est pas le cas, c'est grave. J'entends beaucoup cet argument, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'incrimination spécifique. Quand on s'attaque à un policier ou à un gendarme, je crois qu'il y a, et la loi de la République va le prévoir, et c'est une très bonne chose, à les protéger davantage. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui une jungle. Elles permettent parfois des choses que personne, jamais dans le monde physique, n'accepterait.
Et ben moi, je ne veux plus être le ministre de l'Intérieur qui constate qu'il y a des policiers et des gendarmes qui se font agresser lorsqu'ils sont au supermarché avec leur femme ou leur mari, lorsqu'ils vont conduire leurs enfants à l'école ou lorsqu'ils rentrent chez eux, lorsqu'ils ont quitté l'uniforme. On doit au moins leur garantir cette protection qu'un employeur, c'est-à-dire l'État, doit garantir à ses agents. Et en disant cela, vous n'êtes pas, comme certains vous le reprochent, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, l'exécutant des syndicats de police? Non, mais Monsieur Mélenchon est excessif. Monsieur Mélenchon file un mauvais coton, comme l'aurait dit ma grand-mère, qu'on aime ici citer. Moi, j'aime la police et j'aime la gendarmerie de la République. Je n'oublie pas que c'est eux qui nous protègent. Et vous savez, cette police et cette gendarmerie, c'est ce que j'ai dit hier à Monsieur Mélenchon. Plutôt que de l'insulter, on ferait mieux de la remercier parce que dans une démocratie comme la nôtre, elle protège les gens qui l'insultent. Il peut y avoir des manifestations anti-police dans lequel les policiers protègent ceux qui les insultent. C'est quand même quelque chose d'abouti. Il faut quand même une grande fierté démocratique pour pouvoir le faire. Ben moi, je remercie la police et la gendarmerie qui, tous les jours, quelle que soit leur opinion politique, syndicale, religieuse, font leur travail en mettant l'uniforme et aiment la France. Vous la remerciez et vous souhaitez, monsieur le ministre, renforcer aussi les pouvoirs des polices municipales. C'est ce qu'il y a aussi dans cette proposition de loi. Mais l'État n'est-il pas en train, quelque part, de se décharger de sa mission régalienne en transférant bien quelques missions, quand même, de la police nationale à la municipale? Alors d'abord, l'État ne transfère aucune mission à la police municipale. La police municipale, demain, pourra faire des choses en même temps que l'État. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes arrêté en voiture par la police municipale de Tourcoing. On regarde si votre véhicule est volé. La police municipale de Tourcoing, elle a le droit de faire ce contrôle, mais elle n'a pas le droit d'avoir accès au fichier des voitures volées. Alors que fait le policier municipal de Tourcoing? Il prend son téléphone et il appelle le commissariat central de Tourcoing, police nationale, pour savoir si votre véhicule est volé ou pas. Vous vous attendez, c'est embêtant. Le policier municipal n'a pas accès à ce fichier, c'est embêtant. Et on utilise un policier national qui doit lui-même aller sur le fichier pour regarder si ce véhicule est volé. Tout le monde perd du temps, c'est ridicule. Eh ben, nous allons permettre aux policiers municipaux, sous l'autorité du maire, qui est un agent de l'État, sous l'autorité parfois du procureur de la République lorsqu'il s'agit d'actes nouveaux, dans le cadre d'une expérimentation, c'est ce que dit la loi, de pouvoir accéder directement à certains fichiers. Il n'y a pas de révolution. Mais vous avez raison, mais et en les quoi policiers municipaux... En quoi ce n'est pas une police nationale bis? Parce que la police nationale, elle fait des actes d'enquête, ce que ne fera pas la police municipale, parce que la police nationale fait des gardes à vue, elle prive de liberté pour le besoin d'une enquête, ce que ne fera pas la police municipale. La police municipale restera cette police de proximité sous l'autorité du maire. Il faut qu'on augmente ses pouvoirs dans le cadre de la loi, parce qu'elle est très présente. Et regardez à Nice, elle intervient parfois dans des conditions extrêmement difficiles et c'est elle qui tue le terroriste, et moi je voudrais lui rendre hommage. Mais la police nationale restera évidemment la police nationale. Monsieur le ministre, pour pouvoir tuer ou neutraliser un terroriste, encore faut-il être armé d'armes létales. Est-ce que vous comprenez qu'Anne Hidalgo ne veuille pas que la prochaine police municipale à Paris soit armée d'armes létales? D'abord, on va créer une police municipale à Paris, ce qui est historique, puisque ça fait plus d'un siècle que Paris n'a pas de police municipale. Deuxièmement, nous ne modifions en rien à Paris le poids du préfet de police de Paris et de ses équipes. Mais troisièmement, il existe la libre administration des collectivités. Chaque maire fait ce qu'il veut. Moi, je pense qu'une police municipale... je veux dire, en tant que maire de Tourcoing, j'ai toujours souhaité que ma police municipale soit armée, après une bonne formation, et effectivement, en ayant donné des armes à ceux qui savaient s'en servir, bien sûr. Et il n'y a pas de difficulté sur ce point. Mais je respecte tout à fait le choix du Conseil de Paris, le choix Madame le maire de Paris. Si j'étais maire de Paris, ce n'est pas le choix que je ferais, mais je respecte le travail de Madame Hidalgo et elle pourra ou pas équiper d'armement sa police municipale et elle rendra compte à ses électeurs et pas au ministre de l'Intérieur. Monsieur Darmanin, depuis l'attentat contre Samuel Paty, vous avez renforcé le projet de loi sur le séparatisme, désormais dénommé projet de loi renforçant les principes républicains. Avec cet arsenal, est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après dans la lutte contre l'islam politique? Ah oui, il y a un gros avant et il y a un gros après. Pourquoi? Parce que nous avons défini, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, le fait que entre rien et la radicalisation, entre l'état normal des citoyens et le terrorisme, il manquait quelque chose. Et l'islamisme politique, on est quelques-uns à le dénoncer depuis très longtemps, n'était pas particulièrement visé par l'action des services de renseignement ou par les incriminations pénales. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce que nous combattons, c'est une idéologie. Ce n'est pas une religion.
Et nous combattons ceux qui pensent que la religion peut faire de la politique. C'est très différent. Et je veux dire à tous les musulmans de France qu'ils n'ont qu'à attendre protection de la part de l'État. Et eux-mêmes sont les premières victimes des idéologues qui utilisent leur religion par déviance ou par dérive sectaire pour pouvoir combattre les valeurs de la République. Et bien, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir beaucoup mieux lutter contre l'islamisme politique. Alors, il y a 2 grandes incriminations qui sont prévues dans ce texte avec le garde des Sceaux. La première, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. La vidéo du père de famille, M. Chnina, qui lance une fatwa contre ce pauvre professeur, M. Paty, demain pourra être judiciarisé, pourra être condamné, et il n'y aura plus la possibilité de faire pression communautaire sur le service public. Des parents qui vont voir un enseignant pour leur dire vous arrêtez d'enseigner les caricatures, la liberté d'expression, demain ce sera une incrimination pénale. Et un juge pourra dire, c'est extrêmement important, un juge pourra dire si vous êtes étranger, que vous êtes condamné à ce délit, vous pouvez quitter le territoire national. Monsieur Darmanin, une partie de la presse anglo-saxonne attaque la France et le président Emmanuel Macron sur son soutien à la republication des caricatures de Mahomet, l'accusant implicitement d'une politique anti-musulman. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, de telles attaques ? D'abord, le président de la République, Emmanuel Macron, il est courageux. Il a eu raison de réaffirmer son soutien comme ça à la publication des caricatures. Le président de la République n'a pas affirmé son soutien aux caricatures. Le président de la République, il a à permettre la publication de ces caricatures. Il y a des caricatures qui peuvent nous gêner. Il y a des caricatures du pape, du prophète, de telle religion, de tel ministre, du président de la République, qui peuvent nous gêner. Et parfois, elles sont de très mauvais goût. Mais la République, c'est ce qu'a dit le président de la République, c'est l'expression de ce mauvais goût. Et on n'a pas de droit à être protégé dans sa susceptibilité. Oui, mais monsieur le ministre, pour certains... Et pardon, mais ce n'est pas du tout le modèle anglo-saxon. Il y a des grands journaux internationaux américains qui ont supprimé le dessin de presse. Pour pas choquer. Eh ben, c'est le contraire de la liberté française. Très bien, mais monsieur le ministre, pour certains, on est passé de la liberté d'expression, à laquelle on rend tous hommage évidemment, et en particulier dans notre pays, à la liberté de provoquer une partie de la population. Est-ce que c'est le cas ? Les Français musulmans, pour être clair. Mais depuis d'abord, les Français musulmans, comme les catholiques, qui peuvent être choqués par les caricatures du pape ou de Jésus, tout le monde peut être choqué par quelque chose, et je respecte d'ailleurs que les gens puissent ne pas aimer telle ou telle caricature. Enfin, depuis la Révolution française, on sait que c'est tellement français. Fallait-il donc interdire les guignols de l'info parce qu'ils se moquaient de la maladie d'Alzheimer du pape? Fallait-il se moquer interdire des libelles ou un certain nombre de dessins du canard enchaîné? Je vous donne un exemple. Ségolène Royal estime que les caricatures de Mahomet, le montrant dans des positions pornographiques et dégradantes, sont insultantes. Est-ce qu'elle a tort ? Mais Madame Royal, je crois, ferait mieux désormais de ne plus s'exprimer pour dire de telles choses qui sont contraires à son propre engagement socialiste. La liberté de s'exprimer quand même. Justement, sinon, je peux commenter. Mais je ne lui interdis pas du tout. Je pense d'ailleurs que personne n'interdit le micro à Madame Royal, qu'on entend plus qu'à son habitude. Je veux simplement dire qu'elle a été députée socialiste. Elle a été engagée, je crois, pour la laïcité, pour la force de ce qu'est la nation française dans sa plus grande liberté, dans la protection de ce que font les journalistes. Et alors que des gens sont morts, des journalistes, des caricaturistes sont morts sous les balles des terroristes, elle vient à finalement dire il y a quand même des choses qui sont choquantes dans tout ça. Moi, je trouve que les propos de Mme Royal ne l'honorent pas. Mais de quoi l'accusez-vous ? Certains disent que ce serait être complice des terroristes de dire oui, mais a-t-on le droit d'émettre une réserve sur bien sûr, tout le monde le fait. Bien sûr qu'on a le droit de le faire, et c'est très bien. C'est ça la liberté d'expression en France. On a le droit d'avoir des avis très différents et très tranchés. Mais encore une fois, on a le droit d'être choqué de quelque chose. Moi, quand je lis Charlie Hebdo, quand je lis le Canard enchaîné, je peux être choqué. Mais on n'a pas le droit d'interdire quelque chose. Je pense que cette liberté d'expression, il faut l'accepter. Les catholiques ont eu à subir des caricatures. Rappelez-vous, quand j'étais plus petit, Jean-Paul II était présenté de manière parfois tout à fait dégradante. Tout à fait dégradante. Les catholiques, tout pour ayant été choqués, n'ont jamais considéré qu'on ne les aimait pas parce qu'on permettait la publication de telle ou telle caricature ou de telle scène des guignols de l'info. Il faut comprendre que la France est un pays de liberté. Liberté chérie. Et moi, je crois qu'il faut comprendre que notre modèle n'est pas le modèle anglo-saxon et que si tant de gens aiment la France, c'est parce qu'ils aiment cette liberté. Merci, monsieur le ministre Gérald Darmanin. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.